bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararibia. Pardonnez-nous pour ce petit retard. Un petit souci technique. Nous allons bien évidemment ce soir revenir sur la revue El Jish avec nos invités et notamment quelques sorties, notamment le président algérien, donc porte-parole de l'Afrique et puis l'Algérie unificateur des pays africains. Vous l'avez compris, nous allons revenir sur la diplomatie en cette période de crise, une politique extérieure étrangère très critiquée à un pays qui n'a jamais été autant isolé depuis l'arrivée notamment au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Certains donc parlent d'une grande première pour un pays comme l'Algérie. Sans plus tarder, nos invités ce soir, Azdine Toumi, bonsoir, militant politique, vous êtes en Algérie. Voilà, donc on n'a pas de retour. On va essayer de se reconnecter avec Azdine Toumi. Elias Djebali est avec nous. Elias Djebali, bonsoir, ingénieur économiste, analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chaban, merci pour votre invitation. Je salue l'équipe El Mararibia qui assure la couverture et puis tous nos compatriotes qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Merci infiniment. Nous allons bien évidemment parler de cette nouvelle Algérie où la répression n'a jamais été aussi présente. Bien évidemment, on va citer ce soir le représentant des étudiants en médecine, grévistes, les médecins, les étudiants qui sont en grève maintenant depuis plusieurs semaines. C'est Sharaf Eddine Talhaoui, donc, qui a été placé sous mandat de dépôt le 2 février. Donc, il y a, en cette fin de semaine, a annoncé son avocat, maître Kamel Rachid Roh. Il faut savoir aussi qu'il a été enlevé. Sa famille donc est restée sans nouvelles pendant 5 jours. Voilà, c'était le porte-parole. C'est le porte-parole, malgré qu'il soit en mandat de dépôt, il est toujours le porte-parole pour les médecins. Voilà, de prendre soin des autres, c'est certainement la plus belle chose qu'on puisse offrir. Elias Djebali est avec nous. On va commencer par vous, Elias Djebali, la revue El Jish notamment, qui revient d'abord encore une fois ce mois-ci sur des éléments où il faut toujours faire face pour contrecarrer tous les plans des ennemis de l'Algérie. On parle aussi ces ennemis qu'incommodent les mutations qui se sont opérées ces dernières années. Lorsqu'on écoute, on lit la revue El Jish, notamment l'éditorial, on a l'impression que ce sont toujours les mêmes mots, les mêmes champs lexicaux qui reviennent. Une Algérie apparemment sous pression, il y a toujours cette main étrangère, cet ennemi étranger, alors que l'Algérie est tout de même, alors vous allez peut-être nous dire l'inverse, mais c'est tout de même un pays aujourd'hui qui est de plus en plus isolé, une diplomatie qui navigue à vue, un pays qui a du mal à trouver un certain équilibre, une certaine stabilité avec des pays frontaliers de la région, mais aussi des pays occidentaux ou européens. Absolument, Chaben. Donc, cette revue El Jish qui nous parle du projet de renaissance nationale. Du projet de renaissance nationale. Attention aux mots, c'est parce que projet de renaissance nationale est dans un contexte est très important. Mais si on gratte un petit peu, renaissance nationale, c'était une appellation d'un ex-parti d'extrême droite belge. Mais juste pour dire, hein, voilà, c'est juste pour attirer l'attention de nos auditeurs. Voilà, donc je ne sais pas qui a gratté ce papier, mais c'est très important quand on met les mots. Voilà. J'ai lu avec intérêt et attention la revue d'El Jish, donc on nous parle de cette cohésion entre l'armée, entre le peuple et l'armée. On nous parle de la souveraineté, on nous parle d'une renaissance, d'un projet de renaissance nationale, on nous parle de l'intérêt suprême de la nation, on nous parle de tout. Mais moi, j'aimerais bien parler peu et j'essaie d'être succinct. Le grand retour de l'Algérie, Chaben, sur la scène internationale est une annonce, qu'on le veuille ou non, qui revient sans cesse. Tout le monde le sait. On nous dit que l'Algérie va revenir sur la scène internationale. Mais cette annonce, elle revient sans cesse et le résultat, il n'y a rien.
Premièrement, parce que la diplomatie algérienne, elle se pense à l'aune ce qu'elle a pu obtenir comme prestige dans le passé. Au fait, elle vit de son passé. Elle est elle-même otage de son propre passé. Elle-même, elle n'est pas libérée de son passé. Son passé, il est glorieux, mais son passé, il n'est pas le passé. C'est pas ceux qui dirigent. Le passé de l'Algérie appartient au peuple, appartient à l'Algérie, appartient aux 44 millions d'Algériens. Deuxièmement, sur la scène internationale, nous avons vu sa voix, elle est inaudible. Elle est inaudible. Je veux dire aussi, elle a du mal à rendre lisible et pérenniser, je veux dire, ses initiatives diplomatiques. Elle se fait plus entendre. Elle a perdu pied, il faut dire les choses, Chaban, elle a perdu pied quand la France elle s'est alignée ou elle s'est réalignée sur la position marocaine. Parce que la France, elle a toujours, qu'on le veuille ou non, et il faut qu'on soit aussi réaliste, la France a toujours soutenu je veux dire, la marocanité sahara-occidentale, enfin le plan d'autonomie sur le Sahara occidental. Mais cette fois-ci, elle s'est réalignée de façon publique et de façon officielle. Mais quand j'entends monsieur Tebboune qui dit que j'ai dit à Macron, vous allez commettre l'erreur, il fallait préparer ça avant, il fallait avoir une diplomatie forte, notre diplomatie est inaudible. Et du coup, la raison appartient toujours au plus fort. Eh bien, notre diplomatie n'est plus comme avant. Revenons à la question vous parlez de l'Afrique, du Sahel, la Russie en Europe. La diplomatie algérienne, elle semble bornée au coup d'éclat. L'accord d'Alger de 2015 a montré ses limites d'intermédiation. Vous le savez bien, Chaban, que le Mali, les pays du Sahel, 4 pays. Allez, on commence par le Mali. Pourquoi je commence par le Mali? Parce que c'est la profondeur stratégique de l'Algérie. Et que l'Algérie, je pense, est le seul pays du monde arabe ou du monde en Afrique du Nord qui a un consulat à Kidal. Et que nous avons des relations historiques et fraternelles et ancestrales avec ce pays. Eh bien, l'Algérie, elle n'est plus la bienvenue. C'est-à-dire, elle a montré ses limites d'intermédiation et par conséquent, les accords d'Alger de 2015 ont éclaté. Et depuis 2002, et surtout, ils volent en éclats depuis 2024. Quant aux autres pays qui s'alignent sur la position malienne, le Niger aussi, vous vous rappelez, Chaban, il a refusé l'intrusion de l'Algérie. Même le Niger. Alors, sachant qu'il a refusé. Disons que l'Algérie était prête pour remédier ou pour essayer un petit peu de consolider ou d'y remédier aux problèmes au Niger. Eh bien, il y avait une fin de non-recevoir. Occupez-vous de vos problèmes. Les nôtres, on s'en occupe. Nous sommes assez grands. Nous ne voulons plus qu'on soit sous cette tutelle. C'était, j'ai oublié son nom, en tout cas, pas le responsable, mais un grand responsable nigérien. Quant au Burkina Faso, elle est dans la même ligne. C'est-à-dire l'AES, il s'est déplacé. Concernant au Maroc, vous vous rappelez, Chaban, que l'Algérie, elle était derrière pour avoir l'union du Maghreb sans le Maroc. Mais Chaban, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit crédible pour ceux qui nous entendent. C'est une pure rhétorique. Ça n'a pas donné. Je me rappelle sur El Maralibia, il y avait un ex-ambassadeur, un ex-diplomate, un ancien diplomate tunisien. Il a dit c'est de la pure rhétorique. J'oublie son nom. Il a dit non, ça ne marchera jamais. Et la preuve, l'Algérie a appelé pour l'union du Maghreb sans le Maroc. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quant au Sahel, en Russie aussi, la Russie, sa main, le prolongement de sa main, ni plus ni moins, c'est la milice Wagner qui opère au vu au su du monde dans cette région. Est-ce que quand ils sont arrivés dans la région du Sahel, est-ce que la Russie, elle a discuté ou elle a parlé avec les dirigeants militaires? Non, il faut le savoir, non. L'Algérie, elle était mécontente de la position du ministre. Donc, avec l'Espagne aussi,
l'Espagne, on a repris les relations, mais les relations sont tièdes. Quant à la France, quasiment, on est à l'arrêt, sur la position par rapport à la question palestinienne. Monsieur Tebboune, on va évoquer la question. On va évoquer enfin avant la fin de l'émission sur cette question effectivement tant évoquée par le pouvoir algérien autour de la Palestine, mais on laisse ça pour la fin, notamment on entendra les mots de Donald Trump sur notamment les Gazaouis et puis la réponse aussi d'Abdelmadjid Tebboune. Mais on laisse ça pour peut-être avant la fin de l'émission avec nous Asdine Toumi. Je reviens à vous, Lias Djebali. Merci de nous avoir donné ces quelques éléments. D'ailleurs, vous me prenez aussi les mots de transition toute faite. Asdine Toumi, bonsoir. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir à Lias Djebali, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous, Asdine Toumi. Le temps passe vite, on a pris un peu de retard, donc je vais aller vite. Une revue Al-Jige d'abord qui titre beaucoup de choses. Le logement, la base de la dignité du citoyen. L'Algérie est devenue un pays émergent porté par sa jeunesse. On revient aussi sur l'Algérie, acteur clé, une force stabilisatrice, unificatrice en Afrique. Un président algérien porte-parole. On rappelle que porte-parole notamment en Afrique, notamment concernant le terrorisme par exemple. Une Algérie qui va permettre aux pays d'Africains d'asseoir donc leur pleine souveraineté. L'Algérie est tout de même un pays aujourd'hui qui a du mal à se stabiliser. Bon, d'abord à l'intérieur du pays, on sait très bien qu'il y a cette défiance de confiance. Les Algériens ne vont plus voter, ne croient plus en ce système, et il y a cette politique étrangère avec le Mali, le Niger, la France, l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, une Algérie aussi absente. Absente aussi sur certaines crises qui ont eu lieu notamment par exemple au Soudan. Asdine Toumi, votre analyse. Il faut se rappeler que pendant des années, c'est vrai que l'Algérie, elle s'est rendue indispensable dans cette région du monde, notamment au Sahel, pour des impératifs sécuritaires au moment où le terrorisme était un phénomène d'une ampleur extraordinaire, notamment dans cette région. C'est vrai que l'Algérie a été indispensable pour la lutte antiterroriste, notamment en partenariat avec les Européens, les Américains et tout autre pays, que ce soit dans le renseignement ou dans d'autres domaines. Après, des changements se sont opérés. Peut-être que notre diplomatie n'a pas vu venir. D'ailleurs, même la diplomatie française aussi. Donc, on s'est retrouvé face à des impératifs qui mettent en priorité le développement. Il y a un mouvement, il faut le dire, il y a un mouvement, que ce soit de la part des putschistes ou dans d'autres pays d'Afrique, notamment centrale ou des pays du Sahel, où il y a cette volonté de se libérer de cette dépendance au colonialisme et puis de développer les pays. Donc l'impératif de développement devient subitement, comme ça, il devient la priorité par rapport au phénomène sécuritaire. C'est pour ça qu'on a perdu notre place. C'est pour ça que la France peut-être a perdu aussi sa place. Mais donc la France et d'autres pays ont immédiatement cherché d'autres alternatives. Comment reconquérir encore les pays africains? Donc ils ont réadapté leur stratégie. Et je l'ai déjà dit, peut-être c'est ce qui a ramené la France à reconnaître le plan marocain par rapport au Sahara, parce que peut-être que la France a vu que maintenant le déploiement de la France en Afrique, il passe par Rabat et il ne passe pas par Alger. Pourquoi? Parce qu'il y a cette priorité de développement où il faut ramener des financements. Tous ces pays où il y a eu des coups d'État, etc., toute cette junte militaire, elle a besoin, contrairement aux anciens dirigeants, qu'il fallait juste corrompre les dirigeants, les maintenir au pouvoir avec leur famille, les privilèges de leur famille, etc. Là, ils ont besoin de donner à manger à leur peuple, qu'il y ait des projets de développement dans les pays pour montrer
aux Africains que ces nouveaux gouvernants ramènent du développement, etc. Donc il faut ramener. Et l'Algérie, malheureusement, on n'a pas une santé financière nécessaire, ne serait-ce que pour déployer des plans de développement pour aider ces pays-là et maintenir notre profondeur dans ces Et pays-là. d'un point de vue... Donc, il y a l'argent du Golfe qui arrive. Il y a l'argent du Golfe qui arrive avec le Maroc, avec d'autres pays qui sont en train de déployer des sommes colossales dans ces pays-là. Et donc voilà à peu près. Donc ça, d'abord, c'est Et le vous, premier. comment Mon premier. vous faites le... Oui, Azim Toumi, comment vous faites le parallélisme entre, notamment, c'est la revue Al-Jish, mais ça aurait pu être l'APS a repris, ça aurait pu être à d'autres endroits, d'autres presses proches du pouvoir, mais comment vous analysez le parallélisme de cette Algérie nouvelle, mais cette réalité diplomatique, cette réalité aussi économique à l'intérieur du pays, cette crise en et de politique à l'intérieur du pays, avec cette réalité tout de même annoncée par le pouvoir algérien, avec un pays dont la puissance est reconnue par le monde entier, un président algérien qui pour l'instant s'offre très peu de voyages à l'étranger. Hein. C'est un président qui ne se déplace pas du tout pour dire, mais malgré ça, on dit au monde entier, on dit aux Algériens que oui, l'Algérie est reconnue, c'est une force, le président est porte-parole de l'Afrique. Ce sont des mots importants, je reviens dessus, mais un acteur clé, une force stabilisatrice, alors que l'Algérie aujourd'hui vit des périodes instables. Le peuple a envie de se sauver, ça peut se passer d'une minute à l'autre. Comment vous faites le parallèle entre ces deux mondes, j'ai envie de dire? Non, le message, cet édito, il vient c'est un message pour les puissances étrangères que l'Algérie reste toujours un partenaire fiable, indispensable, qui a la maîtrise de tous ces rouages qui sont en relation avec le terrorisme dans le Sahel. On sait très bien que c'est une région très hostile, difficile à maîtriser, etc. Où l'Algérie, voilà, et c'est une manière aussi de faire pression sur la France pour qu'elle change de stratégie, notamment par rapport à ce revirement par rapport au Sahara et aux Américains aussi, pour dire que votre intérêt, d'ailleurs il l'a dit, le chef de l'État dans son interview, il a dit au chef de l'État Macron, il lui a dit que ce revirement par rapport à la question du Sahara, vous n'allez rien gagner avec le Maroc et vous allez nous perdre. Donc voilà, donc il y a cette volonté de montrer que l'Algérie est un terrain favorable à l'investissement. Mais derrière la volonté, avant de retrouver Elias Jebali, derrière la volonté du pouvoir, qui a la volonté, le pouvoir, il a cette volonté, il a les mots, même s'il a les mots MAUX, il a aussi les mots MOTS, il a ces annonces, ce pouvoir, mais il a cette volonté, mais est-ce que réellement il a les cartes? Est-ce qu'il a la crédibilité? Est-ce que c'est un État aussi puissant? Parce qu'il faut aussi être crédible hein, pour faire passer des messages, comme vous le dites, à l'étranger. Non, c'est pas une question, c'est la question des cartes, mais c'est une question de timing. Je pense qu'on est en retard sur le calendrier de développement et des changements géostratégiques. Nous sommes un petit peu en retard. On aurait pu voir venir ces changements, notamment dans les pays du Sahel. On aurait pu être présent sur le plan économique en termes d'investissement, dans les finances, etc. Il y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, moi, je me souviens quand je voulais, pour des raisons professionnelles, aller à Dakar ou à Abidjan, où il faut passer par d'autres compagnies. Air Algérie ne faisait pas. Donc, c'est un simple exemple. Donc, il fallait passer par Rabat ou Casablanca Donc, aujourd'hui, nous sommes un petit peu. Il faut pour rattraper le retard, il faut se sortir de ces illusions et se remettre en cause sur pas mal de questions. Et définitivement avoir une stratégie qui va avoir l'intérêt du pays comme le centre et puis notre
appartenance à cette Afrique du Nord, à cette profondeur africaine et à notre proximité avec l'Europe, tout ça peut nous mener au développement. C'est pas uniquement dans le discours, mais dans les faits. Donc, il y a une grande différence entre les dires et les discours et la réalité et les faits. Donc aujourd'hui, si on veut retrouver notre place, il faut d'abord commencer par développer le pays de l'intérieur, comme je l'avais dit, sur une base d'une vraie stratégie de développement du pays. Parce que sans une économie forte, c'est vrai, il faut avoir une armée forte, il faut avoir des institutions sécuritaires fortes à la pointe de la technologie, mais il faut avoir une société civile forte, des institutions légitimes fortes et une économie forte pour pouvoir se déployer en Afrique ou ailleurs. On va y revenir, hein. Ça sera notamment la dernière question ce soir, parce que comment peut-on avoir une force à l'international lorsqu'il y a effectivement ce degré d'illégitimité, cette crise en politique. On le voit en Algérie, les partis politiques ne peuvent plus travailler, il y a aussi cette répression qui s'abat, cette chape de béton sur les personnes qui souhaitent s'exprimer, citoyens, représentants, étudiants ou encore partis politiques. Lias Djibali en parlait tout à l'heure, notamment de la Palestine dont le pouvoir algérien parle énormément depuis plusieurs années. Je voudrais qu'on écoute ici la réponse du président algérien et la sortie de Donald Trump, notamment concernant le déplacement des Gazaouis. Quelle est la relation que vous souhaitez avoir avec les États-Unis sous la résidence de Donald Trump ? Nos relations sont restées bonnes avec tous les différents présidents américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Un dossier risque tout de même d'être source de tension, celui de Gaza, que Donald Trump dit vouloir nettoyer de sa population. L'expression est malheureuse, mais, dans son esprit, il ne s'agit pas de la population palestinienne qui a toujours eu des soutiens en Europe, dans le monde arabe, en Afrique. C'est l'enfer là-bas, l'un des pires endroits sur Terre. On peut leur construire quelque chose de mieux dans un autre pays, peut-être en Égypte, en Jordanie ou ailleurs. On peut leur construire 4, 5 ou 6 zones, pas forcément une seule, mais une belle ville où ils pourraient vivre et non mourir. Parce qu'à Gaza, c'est sûr, ils mourront. Ça recommencera encore et encore. Ils n'y ont connu que la mort et la destruction. Lias Djibali est avec nous. Lias Djibali, alors même si malheureusement le peuple algérien est privé de manifester aujourd'hui, il a été privé aussi de manifester pour soutenir notamment la situation des Gazaouis, de la Palestine ces derniers temps. Comment vous analysez ces propos du président algérien? On connaît les sorties de Donald Trump, elles sont claires. D'ailleurs, aujourd'hui, il veut même en faire une Côte d'Azur ou un autre État. On a un président algérien qui a du mal à assumer tout de même les propos de Trump. C'est un président qui a du mal à se positionner face à Poutine, c'est l'ami de l'humanité, face à Trump aujourd'hui. Enfin, c'est clair, c'est nettoyer un peuple, c'est faire déplacer un peuple dans un autre monde. Comment vous réagissez aux propos du président algérien? En fait, on peut analyser, en fait, je vais essayer d'analyser, enfin j'essaie, hein. Donc je pense, quels sont les moyens mis en place par la diplomatie algérienne et que cherche Tebboune, la diplomatie algérienne. Est-ce que Tebboune et la diplomatie algérienne cherchent un rayonnement extérieur de l'Algérie, hein, ou un statu quo à l'intérieur? S'ils cherchent à l'intérieur, c'est peine perdue. Il faut le savoir, c'est peine perdue. Parce que c'est frappé d'illégitimité, parce que toutes les initiatives qui ont été mises en place ou entreprises n'ont pas abouti. Pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité politique, parce qu'il y a une légitimité, c'est parce que le pays ne veut pas se démocratiser. Pas le pays, c'est-à-dire ceux qui décident, son al-qarar comme on dit en arabe, ceux qui décident, ceux qui dirigent ne veulent pas que l'Algérie se démocratise, ne veulent pas que l'Algérie s'ouvre. Quand on vit dans un vase clos fermé, on ne peut pas progresser, on ne peut pas. C'est le process séquentiel de la nature. Quant au projet extérieur, on a du mal à voir cette stratégie. Maintenant, la position algérienne, elle est claire. Nous sommes pour la création d'un État palestinien,
Mais à ma connaissance, l'Algérie, elle est sur la position, la création de deux États, un État palestinien et un État israélien sur les frontières de 67. Ça, c'est, voilà, ça, c'est, je pense aussi, enfin, c'est pas je pense, c'est une certitude. Maintenant, il réaffirme que pourquoi pas, c'est une prétendue normalisation avec l'État d'Israël le jour où il y a la création d'un État palestinien. Ça, il le dit. Mais pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il ne le dit pas avant? C'est parce que Trump, quand il arrive, c'est pas un homme politique, Trump, c'est un pragmatique, c'est un homme d'affaires. Mais le président algérien, sur les mots, Trump est en train de faire, alors c'est pas il est en train, il fait la une. Il fait la une. À chaque sortie, on peut écrire on peut faire des dizaines d'émissions. Mais là, quand il dit ça, Trump, on devrait avoir un président algérien qui doit être clair en disant, mais vous rigolez, c'est grave de dire ça, mais c'est d'entendre Donald Trump sortir de telles atrocités et puis avoir un président algérien qui est relativement timide, enfin qui s'assoit devant des mots qui relèvent d'une telle violence. Pourquoi ce président algérien n'est pas ferme et clair en disant nous nous opposons, nous dénonçons ces mots, il est hors de question aujourd'hui que les Gazaouis soient déplacés dans un autre monde, en Égypte, enfin c'est insensé d'entendre ça. Absolument. Tout d'abord, cher Chamel, vous me permettez aussi d'apporter mon soutien au peuple palestinien, à la population de Gaza. C'est-à-dire, ça c'est ahurissant, ça c'est inadmissible qu'on déporter ou déplacer des Gazaouis en dehors de la bande de Gaza pour refaire une Monaco du Moyen-Orient. Ça c'est risible. Et puis, je veux dire, ça n'a aucun sens. Politiquement, ça va créer des tensions. Après, vous savez, Trump, il est un petit peu dans sa petite cuisine. On n'est pas des Américains. On essaye de voir un petit peu. On suit les analystes du monde entier, comment ils interprètent les analyses de Trump. Quant à la position de l'Algérie et surtout la position du chef d'État, Monsieur Tebboune, oui, il marque une certaine timidité parce que il faut savoir que tous les propos du chef de l'État, M. Tebboune, sur Gaza, ont été confus et moqués quand il disait laissez-moi, quand il lançait un appel aux Égyptiens, ouvrez-moi, je vais venir avec son armée. Vous vous rappelez, c'est confus, c'est moqué. Est-ce qu'un chef d'État qui peut dire ces choses-là? Peut-être il peut les dire, il peut les penser, mais sur le contexte international, non. Donc forcément, Macron, c'est pas un Trump. Nous n'avons pas de relation, nous n'avons pas de contentieux avec les États-Unis. Les États-Unis, et surtout à sa tête, Trump qui est imprévisible, s'il veut frapper fort, il frappe. Quant à Macron, il est toujours un petit peu dans cette relation passionnelle historique entre l'Algérie. Il peut pas aller loin. Donc les Français aussi sont otages de leur politique vis-à-vis de l'Algérie. Il faut dire les choses. Les Français aussi, il faut qu'ils comprennent que l'Algérie, c'est un pays souverain et en essayant un petit peu de neutraliser l'extrême droite, c'est elle qui pourrit les relations entre la France et l'Algérie. Mais concernant aux États-Unis, moi je me pose la question. Le président de l'Africom qui est venu à Alger et d'ailleurs l'appel téléphonique qu'avait reçu monsieur Chingueleha, ça s'annonce quoi? Est-ce qu'il est venu à Alger pour que l'Algérie s'aligne par rapport à une feuille de route qui a été tracée et imposée par Trump pour les pays récalcitrants, en l'occurrence l'Algérie? Est-ce que l'Algérie, elle va se soumettre? Ben, forcément. L'Algérie, enfin le pouvoir algérien, il a perdu la France, il a perdu l'Espagne, et sur le plan international, il n'y a rien. Même Poutine nous ont pas aidés, parce que peut-être Poutine et peut-être aussi le président sud-africain, et le président chinois, ils auraient pu pousser un petit peu, que l'Algérie devienne membre des BRICS.
Mais vous savez très bien que pas l'Inde a donné une fin de non-recevoir parce que c'est un pays qui n'a pas fait des réformes sur le plan économique et qui n'a pas fait beaucoup de réformes. Et du coup, maintenant, on ne pèse rien ni sur le plan international, ni sur le plan... On n'a plus d'alliés. Juste pour finir, Chaban, tout à l'heure, il disait, Azdin Toumi, que je respecte beaucoup, Macron et Trump. Non, pardon, et Tebboune. Non, Macron, même s'il est isolé, la France ne peut pas être isolée parce qu'elle est couverte par l'Union européenne, parce que c'est un membre fondateur de l'Union européenne. Mais nous avons fondé avec quel pays? Quelle alliance nous avons tissée? Avec qui? Est-ce qu'il y a l'Union du Maghreb arabe pour qu'on se soit protégé? Non, l'Algérie, elle est isolée. Elle ne peut compter que sur elle-même. Donc, une reconfiguration des alliances est très importante. Merci, mais je vais essayer de revenir vers vous pour vraiment les 2 dernières minutes. Dans quelques instants, vous allez retrouver mon ami Jamaldine Taleb pour El Oumr. On va juste prendre 2-3 minutes supplémentaires. Je sais que le temps passe, nous avons commencé en retard. Azdin Toumi, vous avez entendu les propos de Trump qui, bien évidemment, sont inqualifiables. Le but, c'est pas de revenir de qualifier les sorties de Trump, mais c'est surtout d'avoir votre avis. On a un président algérien qui devrait s'opposer fermement, condamner, alors que dans sa réponse à l'opinion, ça reste quand même très timide, voire incompréhensible, voire irrespectueux pour la Palestine, irrespectueux aussi pour le peuple algérien, puisque le pouvoir, alors baratine, je ne sais pas, mais bassine les Algériens. Est-ce que c'est du populisme ou est-ce que c'est vraiment une réalité? Il y a une position palestinienne. En tout cas, le président algérien, à mon avis, il a manqué réellement de responsabilité dans sa réponse. D'abord, pour les propos de Trump, d'abord, c'est grave. Ces déclarations sont scandaleuses parce que si on franchit cette étape où les États-Unis ou un autre pays ou une autre puissance se donnent le droit de disposer comme ça, de déporter un peuple, de s'octroyer un territoire, etc., car voyez-moi, ça va être après le chaos. Il n'y aura plus de limites et ça va être le chaos sur la planète. Deuxièmement, ces déclarations, quand même, ont mis tous les pays arabes, notamment ceux qui instrumentalisent, presque sans exception, ils instrumentalisent la question palestinienne. Donc, il a mis devant le fait accompli tout ce monde-là. Donc, il n'est plus possible d'instrumentaliser la question palestinienne sans une prise de risque pour les régimes que les États-Unis et les autres savent très bien qu'ils sont mal élus, qu'ils n'ont pas de légitimité populaire et leur maintien est assuré par ces puissances-là. Chacun il a celui qui le soutient derrière. Donc cette mise devant le fait accompli les oblige à chercher des solutions, des sorties politiques et en tout cas d'avoir comment sauver l'honneur devant leur peuple auquel pendant des années ils ont menti, qu'ils soutiennent les Palestiniens, qu'ils sont là, ils font tête aux Américains, aux Israéliens, etc. Mais au final aujourd'hui, on voit que ce qui bloque le dossier de la normalisation, c'est l'Arabie Saoudite. On voit cette carte qui a été utilisée par Trump. Moi, je pense qu'elle vise d'abord en priorité la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et l'Arabie Saoudite, parce que si cette étape a été franchie, le reste après, ça serait de la formalité. Donc aujourd'hui, tous les régimes arabes, ils ont ressenti le danger par rapport à leur existence, à leur maintien, que s'ils continuent sur la même politique de populisme, de mensonge, pareil, d'instrumentalisation de la question palestinienne et d'autres cartes, ça va les amener soit à l'affrontement, notamment avec soit les États-Unis ou Israël, ou c'est leur disparition pure et simple. Et l'Algérie dans tout ça, la réponse du président algérien, vous l'écoutez comment? Vous l'analysez comment? Est-ce qu'on peut comprendre une telle réponse où je ne vais pas me répéter encore une fois, mais le président algérien, il devrait dénoncer, il devrait s'opposer, il devrait qualifier ses propos, d'ailleurs, comme vous venez de le faire. On parle vraiment de déportation. Ça n'a pas du tout été le mot du président algérien. Pourquoi
un tel comportement vis-à-vis de Trump et vis-à-vis de cette déportation dont nous parle le président américain? Je pense que cette fois-ci, le régime a essayé de prévenir un petit peu ce qui va se passer et il a essayé d'envoyer des messages, des signaux positifs qu'il ne cherche pas d'hostilité ni vis-à-vis vis-à-vis des États-Unis ou vis-à-vis d'Israël, que voilà, qu'il est disposé à aller de l'avant. Mais c'est grave, c'est grave, Azin Toumi. Votre analyse, elle est intéressante. C'est grave. Ça veut dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance. C'est un président qui n'arrive pas à s'affirmer sur une telle sortie. Enfin, Donald Trump sert sur un plateau d'argent. Enfin, on ne peut pas faire pire aujourd'hui. Je crois que je ne sais pas si ça nous rappelle d'ailleurs une période de l'histoire du monde assez noire. Ça veut dire que le président algérien n'est pas capable d'être ferme et d'être clair. D'ailleurs, comme il le dit, on parle d'une puissance, d'une Algérie forte qui est claire. Non, j'ai déjà commencé la réponse, j'ai donné la réponse tout à l'heure. C'est que la politique de Trump, les déclarations de Trump a mis tous ces régimes arabes devant le fait accompli. Si vous continuez sur votre politique, c'est l'affrontement direct. Et qui peut affronter? Ils savent ces régimes qui sont fragiles. Je ne parle pas uniquement du nôtre, mais je parle de tous les régimes arabes qui sont aujourd'hui plus fragiles que jamais. Donc, c'est des pays qui sont rongés par des crises intérieures, de crises économiques, de crises de sécurité, des crises politiques, des crises de tout genre. Donc c'est des régions qui constituent une grande région d'instabilité. Donc, ils savent très bien qu'ils peuvent pas faire face. Et c'est donc qui va prendre le risque aujourd'hui de se mettre en danger, parce que le danger c'est sur le régime directement, c'est pas uniquement sur le pays. Et malheureusement, ces régimes-là, ils ont tout fait pour lier leur avenir à celui des pays et des peuples qu'ils gouvernent, parce que soit ils font toujours tout pour faire passer le message que si nous tombons, c'est tout le pays qui tombe. Donc, mais la politique, les changements géopolitiques aujourd'hui laissent peu de marge à ces régimes pour, encore une fois, instrumentaliser ces cartes-là. C'est pour ça qu'on voit les cartes qui sont instrumentalisées par ces régimes sont en train de tomber l'une derrière l'autre, et ça les met en danger. C'est pour ça qu'ils essayent un petit peu de trouver des solutions politiques et ils se cachent derrière cette histoire de Dawlatayn qui tombe. Voilà, c'est la solution miracle tout à coup. Donc voilà, on est prêt à normaliser à condition qu'il y ait un État. Mais quel État aurait les Palestiniens après ce qui s'est passé à Gaza, après les occupations qui sont en train de s'opérer et la colonisation dans Rif al-Gharbia, etc. Donc, ça va être, ils se cachent derrière cette solution, mais en fait, ils n'ont plus le choix. Merci Azdin Toumi. Ilyes Djebali, vraiment très rapidement. Azdin Toumi vient d'évoquer quelques éléments qui sont la cause certainement de cette politique étrangère, cette diplomatie, vous en avez assez parlé. C'est certainement cette crise économique, politique intérieure, un peuple qui n'est pas si libre et si souverain que ça, une période de répression sans nom. Cette politique étrangère en défaillance totale, c'est lié aussi à cette crise de et en politique en Algérie. Alors, pour Trump, non, mais il faut être un peu cohérent, réaliste aussi. Pour Trump, il y a 3 pays arabes qui sont protégés par les Américains. Il faut dire, c'est des alliés naturels et historiques. L'Arabie saoudite qui a scellé son contrat d'alliance sur le navire avec Eisenhower et le père des Saouds en 1945, pétrole, protection, c'est un allié naturel, et généralement dans les diplomaties stratégiques internationales, on touche jamais un allié naturel. Après, vous avez 2 pays comme la Jordanie et l'Égypte qui ont signé ce qu'on appelle des traités de paix avec Israël. Quasiment, c'est les 3 pays qui sont protégés. Par contre, en dehors de ces 3 pays, des pays arabes, oui, tout à fait, peuvent être frappés à tout moment et peuvent avoir des problèmes avec les États-Unis. Revenons à l'Algérie, je pense que
Tebboune n'a pas d'autre choix parce que c'est l'ogre américain, ce sont les États-Unis, c'est des républicains qui connaissent pas la diplomatie douce, c'est-à-dire go over comme ils disent, go fire, c'est-à-dire allons. Donc à mon avis, il n'avait pas cette capacité à asseoir et dire à Trump voilà ceci, parce que pour une raison très simple, je pense qu'il a dû tempérer son discours, parce que quand ils disent que les Palestiniens ils ont des soutiens en Europe et partout, oui, je veux dire tous les peuples du monde, ils ont la sympathie pour le peuple palestinien et la majorité des jeunes aussi des peuples, parce que j'ai voyagé quand même, ils sont toujours du côté du droit, qu'on le veuille ou non, même aux États-Unis, même dans les États du Sud les plus reculés. Juste pour dire, pour finir, moi je dis qu'il faut sortir de otages de notre passé. Vous savez, il y a 3 pays. Vous avez le Japon et l'Allemagne qui ont perdu durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont reconstruit leur pays de façon démocratique sur le plan économique. Quand on a un pays, un grand pays comme le Vietnam, le Vietnam, c'est un grand ami de l'Algérie, comme Giap qui ont libéré. Les Vietnamiens n'ont pas fait de leur histoire, de leur révolution, un acte fondateur pour mettre en place un État moderne vietnamien. Le Vietnam et les Vietnamiens se portent bien, une économie florissante, des étudiants qui envahissent toute l'université mondiale, des logements, du travail, et est un pays qui prospère quasiment, qui vit au même titre que les Chinois. Merci effectivement pour cette exemplarité avec cette comparaison avec le Vietnam. Asdin Toumi, merci d'avoir été avec nous. Lias Djebani, merci infiniment. L'équipe régie, merci pour votre présence. Jamal-Din Talal dans quelques instants pour El Umr. Et vous avez l'édito normalement de Jamal-Din. Bonne soirée à tous et à demain.